on retrouve aujourd'hui Éric Denessé. J'estropie toujours ces accents aigus, mais c'est qui m'en veut pas, ces accents graves d'ailleurs. Comment vas-tu, Éric? Je voulais qu'on parle du Groenland. Très bien, oui, bah écoute, ça fait partie des sujets chauds et importants en ce moment. Alors, comment on explique, puisqu'on en parlait hier avec Édouard Husson dans notre chaos global du lundi, comment on explique, je voyais d'ailleurs que le vice-président de Trump a confirmé aujourd'hui l'intérêt des États-Unis pour les ressources énergétiques du Groenland. Comment on explique tout à coup cette volonté de Trump d'envahir ou d'annexer le Groenland? Alors, je pense que pour moi, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie anti-chinoise. Il y a une véritable obsession dans les équipes Trump qui l'entourent, et notamment des gens du Pentagone, de la menace chinoise. Alors pour une raison simple, c'est que la menace chinoise ne remet absolument pas en cause la sécurité des États-Unis, mais elle remet en cause leur hégémonie. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Et il faut rappeler que ces dernières années, les Chinois ont construit des infrastructures portuaires au Groenland, dont les Américains se disent qu'elles pourraient un jour avoir une vocation militaire. Ils ont aussi construit des infrastructures portuaires au Spitsberg, c'est de l'autre côté de l'Atlantique Nord, en Norvège. Donc ils voient tout ça d'un très mauvais œil. Ils n'ont cessé de se plaindre auprès du gouvernement danois, qui pourtant a empêché un certain nombre de ces projets chinois. Mais le gouvernement danois ne veut pas interférer avec les autorités groenlandaises, qui sont je dirais, une dépendance, mais qui ont une totale autonomie. Et voilà. Et donc, les Américains sont assez astucieux pour mettre la pression. Alors, quelques chiffres qu'il faut rappeler. Le Groenland, c'est 57 000 habitants, c'est-à-dire la population de Narbonne. C'est un pays qui a toujours joué un grand rôle pour la sécurité des États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une zone d'escale pour les aéronefs qui se rendaient en Europe. Pendant toute la guerre froide, il y a eu à la fois des bases de missiles, une base aérienne, il y a maintenant une base aérospatiale. Et puis surtout, on y a découvert, avec le réchauffement climatique, d'énormes réserves d'hydrocarbures. On parle de 15% des réserves mondiales, plus de 50 milliards de barils. Donc, tout ça mis bout à bout fait que les Américains ont compris que c'était essentiel pour eux, à la fois sur un plan énergétique comme sur un plan de la sécurité. Et bien sûr, le gouvernement danois, qui ne compte, lui, un pays que de 5 millions d'habitants, a rapidement botté en touche, en disant que c'était aux Groenlandais de décider de leur avenir. Le Premier ministre du Groenland a déclaré qu'il ne souhaitait pas, bien sûr, l'acquisition de son pays par les États-Unis. Il veut rester indépendant, mais il est prêt à ouvrir plus les portes du pays aux hommes de Washington. Donc, on voit que ça se dessine dans un sens, finalement, que souhaite Trump. Il faut rappeler qu'il avait déjà essayé d'acquérir le Groenland au cours de son premier mandat. La première ministre Frederiksen, à l'époque du Danemark, avait déjà refusé. Et donc, il semble qu'il va arriver à ses fins. Dusty Johnston, un des élus républicains, est en train de préparer la voie pour permettre finalement presque l'acquisition. Donc, c'est une vraie stratégie. Ce n'est absolument pas une provocation comme on l'a cru au début en Europe. Je ne dis pas que c'est bien, parce qu'on est effectivement là dans une logique de prédation, mais dans cette démarche obsessionnelle de lutte anti-chinoise, c'est quelque chose d'important. Mais on va voir finalement que le Panama et le Canada s'inscrivent dans la même logique. Alors, quand même, sur le Groenland, Édouard Husson soulignait hier que c'était un projet qui, en réalité, ne datait même pas du premier mandat de Trump. C'est un vieux projet américain que de récupérer le Groenland. Est-ce que ça signifie que, au fond, Trump s'inscrit dans la continuité du deep state américain, d'un certain deep state américain, et qu'il ne va pas être le grand nettoyeur que certains imaginaient qu'il serait? Là, je pense qu'il y a deux choses. Il va s'inscrire dans une logique de deep state américain sur les intérêts nationaux. Et donc à l'extérieur, avec probablement une politique qui ne sera pas celle des des démocrates néoconservateurs, notamment sur la Russie. Je pense que les semaines et les mois à venir vont le montrer. Par contre, sur la vraie géopolitique et la vraie stratégie américaine, il s'inscrit dans cette continuité historique, mais notamment parce que là-dessus, il est, je dirais, cornaqué par un entourage qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus organisé, beaucoup plus réfléchi que lors de son premier mandat. Il y a de véritables équipes derrière lui cette année, mais ce qui ne veut pas dire qu'il va faire un ménage fondamental en intérieur.
Et vraiment, en interne, on voit déjà se dessiner des lignes de force. Il a commencé dès avant sa prise de pouvoir, dès qu'il a été élu. Ça continue. Et finalement, il est beaucoup plus proche du Pentagone que de l'était le gouvernement Biden, qui a été en dissension à plusieurs reprises, notamment sur l'Ukraine. Là, il est vraiment en phase avec le Pentagone. Non, la priorité numéro un, c'est la Chine. Et donc, on retrouve les lignes de force, les lignes en profondeur de la géostratégie américaine avec Trump cette année. Si je dis que Trump est l'homme du Pentagone, là où Biden était plus l'homme de la CIA, est-ce que je dis une grosse bêtise? Non, c'est pas une bêtise, et à mon sens, encore une fois, je peux me tromper, c'est pas une vérité non plus. La logique de Trump, c'est vraiment, je crois, je commence à percevoir ça, qu'il a compris qu'on était rentré dans un basculement du monde et que les BRICS aujourd'hui représentent une part de l'économie mondiale supérieure à celle du G7. Ils représentent plus de 50% de la population mondiale. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a un déclin de l'Occident et il y a une forme de dédollarisation qui se fera, même si elle prend 20 ou 30 ans. Et Trump a compris ça. Et à mon avis, sa stratégie, c'est de tout faire pour l'empêcher, mais en ayant compris. Hein, c'est pas un déni de réalité comme le font les démocrates ou comme le font les Européens. Donc, une de ses priorités, c'est de dire comment peut-on faire pour rester la première puissance le plus longtemps possible dans ce contexte qui ne nous est pas favorable, et autant sur un plan économique et énergétique d'un côté que sur un plan stratégique et militaire de l'autre. Il semble avoir une politique assez cohérente, et bien évidemment sur l'aspect stratégique et militaire, ça correspond à ce que le Pentagone dit depuis des années. Notre ennemi, c'est la Chine, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Ukraine, et donc là, il y a au sens propre une cristallisation des deux courants en une seule ligne de force. Alors, on peut comprendre la politique menée au Groenland, mais la politique au Canada, concrètement quand même cette annonce que le Canada va devenir le 51e État des États-Unis, et l'éviction, ou en tout cas la démission de Justin Trudeau qui avait été un peu vache avec Trump au moment du premier mandat, où il avait dénoncé la politique protectionniste de Trump. Comment comprendre tout à coup est-ce que c'est un caprice que de vouloir annexer le Canada? Alors là non plus, pour moi, ce ne sont pas que des provocations, même s'il y a une part de provocation. Je crois qu'il y a plusieurs vraiment lignes de force dans la politique de Trump avec son retour. La première, c'est réaffirmer les États-Unis comme la première puissance mondiale et dans une logique de confrontation avec la Chine. La deuxième, c'est lutter contre l'idéologie woke partout et imposer des valeurs conservatrices. La troisième, c'est tout ce qui est la partie vengeance contre tous ceux qui, depuis 2016, ont cherché à lui nuire, essentiellement sur le plan intérieur. Et sous-entendu, les étrangers qui ont soutenu les démocrates, qui ont à ses yeux, l'empêché d'être élu en 2020 et ont fait en sorte qu'il y ait des difficultés en 2024. Et le quatrième point, c'est la relance économique et industrielle. Donc finalement, dans la logique sur le Canada, il y a deux choses de ces quatre lignes de force, à mon sens, voire trois. La première, c'est qu'effectivement, il voulait se farcir, pardonnez-moi la trivialité, Trudeau, pour toutes les raisons que tu évoquais, parce que l'homme était inféodé aux démocrates, parce qu'il n'avait cessé de critiquer Trump. Donc Trump a mis la pression, il a réussi avant son élection à faire tomber Trudeau. Sur un plan intérieur, on sait que les Canadiens savent eux-mêmes pertinemment qu'ils ne peuvent pas vivre sans les États-Unis. 75% de leur économie ou plus est intégrée à l'économie américaine. Et d'ailleurs, la frange majoritaire, qui sont des protestants anglo-saxons aussi au Canada, était très opposée à Trudeau et encore une fois à ces logiques woke LGBT+. Donc ça a fait le jeu de Trump. Ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas avoir de mauvaises relations avec les États-Unis. Donc l'affrontement dans lequel rentrait Trudeau leur déplaisait. Maintenant, sur le plan stratégique, il faut rappeler que comme le Groenland, le Canada est quelque chose d'indispensable aux États-Unis. Bien sûr, depuis la Seconde Guerre mondiale, là aussi, mais pendant la guerre froide, il faut rappeler qu'ils avaient la DEW Line, c'est la Distant Early Warning, qui permettait de détecter le plus tôt possible les tirs de missiles. Il y avait aussi un certain nombre de bases plus ou moins secrètes et de stocks américains au Canada. Et donc, la remontée en puissance
dont ils sont à l'origine, de la menace chinoise, les amène aussi à se dire nous avons besoin du Canada. Et on voit d'ailleurs circuler cette carte assez amusante, on voit la totalité des États-Unis, du Canada et du Groenland couvertes par la bannière étoilée. Dans ce domaine, je ne pense pas que Trump veuille agir jusque-là, ça me semblerait assez incohérent. Par contre, dans sa logique de businessman et de deal, il met la pression sur les Canadiens en continuant à leur faire peur pour qu'ils s'intègrent autant qu'ils le peuvent dans l'économie américaine. Pour l'instant, à mon sens, c'est le sens de sa poursuite de la pression sur Ottawa. Donc toi, tu penses que, au fond, Trump ne va pas aller jusqu'à envahir le Canada? Non, j'avoue que j'ai du tout, ça n'a guère de sens. D'abord, militairement, il n'y a pas de. Enfin, ce serait absolument ahurissant parce qu'on ne sait pas si les forces canadiennes réagiraient ou pas. C'est un petit peu la situation du débarquement en Afrique du Nord des Alliés à Oran voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, où bien sûr les Français avaient en partie résisté. Est-ce qu'on aurait la même chose? Non, ça, j'avoue que je n'y crois pas. Maintenant, l'objectif de Trump, encore une fois, c'est d'être le plus gros possible pour son conflit avec son conflit, on va dire, hypothétique avec la Chine. Donc, si effectivement il réussit à récupérer le Canada avec ses richesses minérales, le Groenland, et avoir vraiment quasiment toute l'Amérique du Nord sous son contrôle, ça lui donne un avantage majeur. Là aussi, les réserves pétrolières jouent un rôle, puisqu'avec le réchauffement climatique, on voit bien que la route du Nord est quelque chose qui est indispensable. On sait aussi que les réserves qui existent sous l'Arctique sont très importantes pour les Américains et pour les Occidentaux. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est finalement empêcher les Chinois d'accéder à cet Arctique dont ils ne sont pas d'ailleurs frontaliers eux-mêmes. Alors, ça présente des tas de raisons, parce que ça permettrait de s'affranchir totalement du pétrole du Moyen-Orient, avec en plus des coûts de transport réduits, puisque c'est beaucoup plus proche et de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment un objectif stratégique pour les Américains. Mais sur le fond, on voit bien quand même que l'OTAN, qui initialement a été conçue pour nous placer sous la protection du gendarme américain, on va dire ça comme ça, l'OTAN est en train de changer de nature. C'est-à-dire qu'au fond, l'ambiguïté qu'il y avait, à savoir que nous étions protégés par le plus puissant d'entre nous, montre que nous sommes aussi sous la menace du plus puissant d'entre nous. Et est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à une implosion de l'OTAN, ou en tout cas un relâchement des liens au sein de l'OTAN après ce renversement de doctrine? Oui, c'est sûr. En fait, il y a eu on est à la 4e grande évolution de l'OTAN, à mon sens. La première, c'est la fin de la guerre froide, c'est la non-dissolution. Donc non-dissolution, alors que c'est une alliance censée être défensive et statique finalement. La deuxième évolution, c'est l'expansion de l'OTAN à l'Est, c'était absolument prévu. La troisième, c'est celle de 99, quand l'OTAN considère, écrit noir sur blanc qu'il va intervenir hors zone, et qui n'est plus uniquement une alliance défensive, mais une alliance qui va intervenir hors zone, et ça a été le cas à partir de la Serbie et du Kosovo. La quatrième, c'est celle qui concerne l'Indo-Pacifique. L'OTAN maintenant se considère comme une puissance rivale de l'Indo-Pacifique. Et est-ce qu'on ne va pas avoir avec Donald Trump et cette politique des 5%, où il veut imposer à tous les pays de l'OTAN d'accorder 5% de budget à leur défense pour prendre en charge, je dirais, cette défense qui a toujours été payée par les Américains. Les Allemands sont les premiers à avoir été totalement dépendants des États-Unis. On pourrait avoir la cinquième évolution qui pourrait les amener finalement à entraîner des dissensions fortes au sein de l'OTAN et voire à une fragmentation de l'Alliance. Je suis pour l'instant dubitatif, je crois qu'on n'y voit pas assez clair. Encore une fois, Trump, il y a à la fois une logique de pression d'un côté, elle n'est pas infondée sur des objectifs réels, mais c'est peut-être aussi pour encore mieux vassaliser l'Europe et la faire payer. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont, à mon avis, se mettre en place assez rapidement au cours de l'année 2025 avec son arrivée à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un deal tacite à ce stade, en tout cas une espèce d'accord, de consensus discret entre Poutine et Trump, où au fond les États-Unis disent à Poutine on te laisse te démerder avec l'Ukraine et t'en fais ce que tu veux. Et nous, en revanche, on veut le Groenland et on veut le Canada. Alors, effectivement, c'est une question qu'on se pose et que
certains commencent déjà à évoquer en disant finalement est-ce qu'il n'y aurait pas un accord entre les trois grands, les Américains sur comment dire, mettant la main sur le Canada, le Groenland et verrouillant le détroit de Panama, les Russes se voyant reconnaître leur prééminence sur leurs étrangers proches, et puis finalement les Chinois sur l'Extrême-Orient. Alors c'est effectivement, la question n'est pas infondée, on serait là dans la grande géopolitique. En revanche, je ne crois pas aux accords avec la Chine, puisque c'est justement l'obsession numéro un des Américains, et on le voit par les nombreuses provocations qui ont lieu depuis des années sur Taïwan et aujourd'hui, y compris sur la Corée du Sud. Il faut rappeler que les deux présidents, aussi bien à Taïwan qu'en Corée du Sud, sont vraiment dans des logiques comparables à Zelensky, c'est-à-dire que appuyés par les Américains qui les poussent, et n'étant d'ailleurs même pas majoritaires dans les deux cas, puisque le président sud-coréen a été destitué, ils sont de plus en plus agressifs les uns vis-à-vis de la Chine et les autres vis-à-vis de la Corée du Nord, ce qui est assez paradoxal pour des démocraties. Et la question qui se pose sur cet extrême-orient, c'est est-ce que les Américains ne sont pas en train d'utiliser aussi bien Taïwan et la Corée du Sud, finalement, comme ils ont utilisé l'Ukraine en Europe pour en faire une sorte de piège contre les Chinois. Là, l'interrogation est fondée. On voit d'ailleurs beaucoup de gens à Taïwan dire, mais écoutez, laissez-nous nous débrouiller dans nos relations avec les Chinois, parce que d'abord, les liens interdétroits sont beaucoup plus importants qu'on y pense. Ils ne veulent bien sûr pas être avalés aussi vite que ça par la Chine, mais encore une fois, nous avons tous reconnu dans les pays occidentaux l'appartenance de Taïwan à la Chine, il y a une seule et unique Chine, aussi bien les Français que les Américains. Donc là, les Américains jouent un jeu très dangereux. Avec la Russie, il y a une forme de deal, c'est indéniable, c'est-à-dire que Trump a compris que ce n'était pas la Russie l'adversaire, et que de toute façon, il va être obligé de régler la défaite qu'ont subi les Américains en soutenant et l'OTAN en soutenant le régime de Zelensky. Donc, son but, à mon avis, c'est d'en sortir assez rapidement, de trouver une espèce de pacte de non-agression avec Poutine. Je ne suis pas sûr que son entourage lui permettra de parvenir à un accord très rapide. Peut-être, c'est une vraie question, parce qu'il y a aussi, bien que nous soyons en Occident, à la fois des aspects économiques et des aspects de face. Les Américains ne veulent pas montrer qu'ils ont totalement échoué sur ce sujet, mais encore une fois, ils risquent de renvoyer la patate chaude aux Européens et ça va être un peu plus déplorable pour nous. Est-ce qu'on doit anticiper là-dessus une complicité de Poutine? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au fond, Poutine va laisser les Américains prendre le Groenland et donc avoir une présence américaine très proche des côtes soviétiques et russes, pardon, ça a disparu, soviétique. Et est-ce que Poutine n'a pas intérêt à continuer à faire monter la pression en Ukraine pour maximiser ses gains? D'une certaine manière, là aussi, lui, il fonctionne comme un stratège. Donc, dans un deal ou dans une négociation, autant avoir le plus de chances de son côté. À mon sens, la situation de la Russie est quand même celle d'une puissance dans une capacité relativement limitée. Elle peut faire un certain nombre de choses en Ukraine, elle peut faire quelque chose sur son étranger proche, mais elle n'a pas la dimension d'action internationale qu'ont aujourd'hui les Américains. Voilà, ils sont un petit peu dans une situation comme les Chinois. Donc je pense que Poutine va tout faire pour en profiter, pour que ça bénéficie à la Russie en Ukraine principalement. S'opposer aux Américains sur le Groenland, ça me semble sur un plan militaire tout à fait difficile. Je dirais qu'au contraire, ça sert ses positions parce que ça lui permet ou bien de critiquer les Américains en disant, vous voyez, vous nous reprochez à nous des choses que vous autorisez aux Américains, parce que tout l'argument de Trump autour du Canada, de Panama et du Groenland, c'est des questions stratégiques et de sécurité. Ce n'est rien de différent que ce que Poutine ne cesse de dire depuis des années sur l'Ukraine. Voilà. Ou inversement, ça va lui permettre de passer un deal avec Trump pour se faire une espèce de partage des zones qu'ils veulent contrôler. Encore une fois, l'année 2025 devrait nous éclairer sur ce sujet. Quelques mots quand même sur Panama, Eric. Puisqu'on sait qu'en fait le Panama était sous administration américaine jusqu'en 1999 et qu'au fond il s'agit Trump dit je veux revenir à l'état antérieur, mais il y a ce projet de création d'un canal par le Nicaragua qui au fond concurrencerait le canal de Panama et qui serait au fond le canal des BRICS. Est-ce que tu crois à cette alternative? À mon sens,
c'est un peu fumeux. Pour moi, c'est le troisième projet illusoire des grandes routes de navigation maritime. Le premier auquel je pense, c'est l'isthme de Kra, qui se situe dans le sud de la Thaïlande, au-dessus de la frontière avec la Malaisie, qui ressort des cartons tous les 10 ans et qui permettrait de raccourcir la route maritime qui passe par l'étroit de Malacca. Le deuxième que l'on voit circuler depuis quelques années, c'est celui d'un canal entre la mer Rouge et la Méditerranée, passant par le sud d'Israël et d'ailleurs faisant presque une frontière avec la bande de Gaza. Et maintenant, on a ce projet au Nicaragua. Alors, je pense qu'il y a derrière ça des vraies préoccupations de réduction des coûts de transport maritime. Maintenant, ce sont des travaux tellement titanesques que j'avoue que je ne crois pas qu'ils aboutiront. Par contre, sur le canal de Panama, les Américains, bien sûr, ont l'air d'être très déterminés à le reprendre. Ce sera, à mon sens, comme le Groenland, quelque chose qui pourrait être assez facile à faire. Ils font d'ailleurs preuve d'une assez grande mauvaise foi en disant que les Panaméens leur font des prix démesurés, que les Chinois sont dans la zone, qu'ils font moins payer aux Chinois. Voilà, tout ça, ça rentre dans une espèce de rhétorique de victimisation pour essayer de passer à l'action. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez essentiel pour les intérêts américains pour passer d'une côte à l'autre, voilà, et pour leur trafic maritime. Donc, je dirais, à mon sens, je ne dis pas que c'est acceptable, mais c'est des trois revendications entre le Canada, le Groenland et le Panama. Celle-ci est pour moi la moins infondée. Est-ce que tu partages mon avis si je dis que probablement le premier effet Trump qu'on voit, au-delà de ces appétits territoriaux, c'est quand même qu'il est le président qui affirme clairement que les réseaux sociaux sont un élément géostratégique, qu'il y a une géopolitique des réseaux sociaux, et qu'au fond, dans la militarisation de l'information et dans les guerres hybrides qui sont menées, les réseaux sociaux sont devenus une arme essentielle. On voit que Musk commence à candidater pour racheter TikTok. On voit que Musk utilise son réseau social comme une arme politique. Est-ce que tu partages cette idée que nous sommes entrés dans l'ère de la géopolitique des réseaux sociaux? Alors, je partage cette idée. Pour moi, elle n'est pas nouvelle. Elle est déclaratoire et assumée aujourd'hui, mais elle remonte maintenant à une vingtaine d'années, à partir du milieu des années 2000 et des révolutions variées. On a vu leur poids ne cesser de s'occuper. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'à l'origine, toute cette sphère des médias sociaux était entièrement contrôlée par les Américains. Et à partir des années 2010 et des printemps arabes notamment, ils sont commencé à se rendre compte que ça leur échappait. Il faut revoir les textes d'Obama à cette époque-là. Ils étaient persuadés qu'en créant Internet et en maîtrisant les réseaux sociaux mondiaux, ils allaient pouvoir imposer leur influence partout. Ils l'ont fait, on va dire, dans les 20 années qui ont suivi la fin de la guerre froide. Et puis, au moment des printemps arabes, même s'ils les ont utilisés de manière offensive pour renverser des gouvernements et placer des hommes à eux au pouvoir, on s'est rendu compte que des tas d'activistes, et notamment des frères musulmans et des mouvements démocratiques, il y avait les deux, étaient capables de diffuser des idées. Et donc, il y a eu une inversion complète de la politique américaine sur ce sujet, où ils se sont mis eux-mêmes à considérer que les réseaux sociaux étaient quelque chose de dangereux pour la sécurité nationale. On l'a vu d'ailleurs dans toutes les lois qui ont été publiés aux États-Unis sur le sujet, où ils considèrent que effectivement les réseaux sociaux font partie de l'infrastructure critique nationale et que toute critique ou toute attaque contre cette infrastructure est considérée comme une attaque à la sécurité nationale. Et là, avec Trump, on a une nouvelle évolution, comme si on repassait à une utilisation offensive des réseaux sociaux. Donc, je dirais là aussi, on est sur une nouvelle phase. Mais je pense que derrière ça, il y a aussi quelque chose d'assez fort côté Trump, c'est la volonté, je dirais, de revenir à une logique civilisationnelle qui correspond beaucoup plus à son idéologie, à celle de Trump, c'est-à-dire une vraie lutte contre le wokisme et cette volonté de revenir à des valeurs, j'ai presque envie de dire, occidentales et masculinistes traditionnelles. D'ailleurs, on le voit dans le soutien qu'apporte Elon Musk à tous les partis conservateurs européens, aussi bien en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Allemagne, je dirais en Autriche et évidemment en Italie, puisque Giorgia Meloni est vraiment, en ce moment, à mon sens, la première alliée des États-Unis en Europe. On voit que là, il y a une vraie guerre de l'information civilisationnelle qui est mise en place. Alors, à la fois pour imposer des valeurs auxquelles cette équipe Trump croit, mais aussi
ça c'est le deuxième aspect, pour flinguer littéralement tous ceux qui, depuis 2016, luttent contre Trump, c'est-à-dire tous ces gouvernements européens et européistes qui ont été extrêmement proches et inféodés aux démocrates, et avec quelque chose qui me réjouit, là ce n'est pas dans l'analyse, j'ai le droit d'avoir des attitudes on va dire moins rationnelles, c'est que les Britanniques, qui ont toujours été les premiers alliés des États-Unis, sont aujourd'hui les premiers ciblés par cette politique. Pourquoi? Comment tu expliques ça? Alors, il y a deux raisons. Tous les politiques britanniques, conservateurs ou travaillistes, ont toujours soutenu le Deep State et les démocrates américains dans leur lutte contre Trump. Et surtout, les services britanniques, MI6, mais aussi toute une série d'officines faisant de la private intelligence, on fait des enquêtes, on fournit des informations au FBI, à la justice, à chaque fois que Trump a été poursuivi en justice. Donc, il y a eu vraiment une alliance. Et là, on le voit, c'est l'une des raisons pour lesquelles Musk attaque de manière extrêmement véhémente et fondée Keir Starmer, aujourd'hui le Premier ministre de Downing Street, en ressortant cette affaire ignoble des viols en série des gangs pakistanais qui avaient été enterrés. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que Keir Starmer continue à faire la politique des démocrates. Le 4 janvier, Biden a sorti son décret sur l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures en mer dans tout l'offshore américain. Et quelques temps après, les Britanniques ont fait la même chose en suspendant l'exploitation et l'exploration en mer du Nord. Et cette stratégie des néoconservateurs, en fait, elle est faite pour savonner la planche de Trump. Son principal objectif, lui, c'est de relancer l'économie américaine et surtout de relancer la relocalisation industrielle et le marché intérieur, parce que il sent bien qu'avec ce basculement du monde qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas dans l'exportation dans les années à venir que les Américains vont continuer à dominer économiquement ou en tout cas à jouer le rôle majeur. Donc il a compris ça. Pour ça, il a besoin d'une énergie à faible coût dans les années qui viennent, de manière très cynique d'ailleurs, en pompant en priorité l'énergie étrangère et plutôt que celle des stocks américains, même s'il est pour le gaz de schiste. Et donc les démocrates, pour finalement l'empêcher de mener cette politique à bien, ont fait en sorte de geler finalement tous les permis d'exploitation dans l'offshore. Alors, Trump va évidemment le changer, mais ce à quoi il faut s'attendre, c'est à des réactions assez virulentes, à mon sens, d'organisations non gouvernementales de type écologiste, qui seront manipulées ou financées par les démocrates pour empêcher, là aussi, Trump d'aller vite ou d'aller plus loin. Alors, on voit que l'Union européenne envisage l'interdiction du réseau X en Europe. Tu y crois à au fond, à ce durcissement diplomatique par l'interdiction d'un réseau social? Malheureusement, c'est pas impossible, vu les dérives antidémocratiques des eurocrates de Bruxelles, la manière dont ils ont traité les élections en Roumanie, la manière dont ils jugent la Géorgie, ce qu'ils ont fait sur l'Ukraine depuis le début, et je dirais même les sanctions qu'ils ont prises contre les Hongrois dans le cadre des financements et des aides européennes. Et je dirais surtout quand on écoute les dernières déclarations de Thierry Breton, je pense que c'est quelque chose qui est possible, mais j'ose espérer qu'il y aura de violents chocs en retour de la part des citoyens, parce que là on n'est plus dans des propagandes comme on l'a connu, je dirais pendant la guerre en Ukraine et un peu également pendant la période Covid, mais là ça atteindrait des sommets. Est-ce que tu penses que, au fond, l'Union européenne peut elle-même vivre une crise démocratique interne avec une implosion entre ces élites qui veulent conserver le contrôle des réseaux sociaux et notamment exclure l'intervention d'un Trump, à juste titre, à mon avis d'ailleurs, puisqu'il s'agit quand même d'une ingérence étrangère. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une rupture définitive entre cette caste qui considère qu'elle doit garder le contrôle de l'opinion, de la liberté d'expression, et les citoyens qui aujourd'hui, au fond, ont à leur disposition un outil qui s'appelle Internet, qui leur permet de s'exprimer comme ils veulent en principe? Oui, je pense que là, il y a un vrai risque ou une vraie opportunité selon la manière dont on voit les choses, parce que je ne crois pas à une implosion de l'Union européenne avec des pays qui la quittent. Aujourd'hui, les élites qui sont à peu près au pouvoir partout ont le même logiciel. Donc, et le pouvoir central de Bruxelles a des moyens de pression sur ces élites qui ne font pas preuve d'un grand courage, donc qui obtempèrent.
on peut mettre de côté effectivement la Hongrie et la Slovaquie, mais elles sont quand même dans un système qui a un certain nombre d'avantages. Donc je crois plus à un divorce avec les citoyens et les populations. Toutefois, je pense qu'il y a un troisième élément auquel on ne pense pas, c'est un renversement des élites, un renouvellement des élites plus exactement, et puis qu'on ait le phénomène inverse à celui que nous connaissons actuellement, c'est qu'on ait dans tous nos pays des élites pro-Trump, conservatrices au sens propre du terme, et qu'on remplace dans notre belle Europe finalement des équipes gouvernantes qui sont inféodées au wokisme, aux démocrates et aux néoconservateurs que l'on connaît actuellement, par des élites qui vont être inféodées aux Américains et la politique conservatrice de Trump et qui vont devenir encore plus anti-chinois, peut-être moins anti-russes. C'est un risque de substitution qui est réel vu la passivité de nos élites jusqu'à aujourd'hui. Dernière question, comment tu expliques que Musk et Trump aient ciblé Scholz en soutenant notamment l'AfD, mais pas que, en attaquant Scholz, ils aient ciblé Keir Starmer, Nigel Farage, parce que a priori il n'est pas assez obéissant, et pour l'instant la France échappe à Emmanuel Macron, qui pourtant est bien dans l'idéologie que tu décris. Comment tu expliques que la France ne soit pas encore traitée, si j'ose dire, par le système Trump? Je pense que Macron, pour des raisons que j'ignore, a fait partie des gens qui ont moins attaqué Donald Trump que d'autres dirigeants européens. Alors, il y a ce qu'on voit à travers la presse et ce dont les médias rendent compte. Il y a des choses qui nous échappent dans les discussions en off ou dans ce qui se passe derrière le rideau. Donc, là, j'ai pas d'éléments sur cet aspect-là. Mais en tout cas, effectivement, la politique et l'attitude du président français n'a pas été des plus hostiles contre Trump, à la différence de ce qu'ont fait évidemment les Britanniques, les Canadiens, bien sûr, et les Allemands par ailleurs. Donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas les premiers à avoir été ciblés par cette animosité, par cette volonté de renverser les courants. Et d'ailleurs, on voit quelques réactions de Musk, mais elles sont plutôt liées à des déclarations ponctuelles de Macron lors de la conférence des ambassadeurs. Il n'y a pas d'attaque de fond contre la France aujourd'hui. De toute façon, je dirais la France ne représente pas non plus pour les États-Unis une menace économique, alors que l'Allemagne en est une. Donc ça explique aussi la plus grande dureté des attaques contre l'Allemagne. Voilà, en tout cas, je crois qu'on est toujours dans cette logique de Trump de vouloir lutter contre ces gouvernements européistes qui sont à peu près partout au pouvoir et de soutenir des mouvements, alors on peut les appeler populistes, d'extrême droite, conservateurs, je préfère ce dernier terme, partout en Europe parce qu'ils défendent des idées qui sont assez similaires à celles de l'équipe Trump. Et moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que les Américains commencent par l'Europe à faire cette espèce d'évolution de civilisation, parce qu'ils ne peuvent pas le faire tout de suite aux États-Unis pour des questions de politique intérieure. Ils ne veulent pas attiser trop les divisions au moment où Trump va prendre le pouvoir. Donc, il y a une espèce de stratégie, une prolongation de la stratégie de Steve Bannon qui est en train de se remettre en place, à mon sens, aujourd'hui en Europe occidentale, où les Américains semblent tester des choses qu'ils appliqueront chez eux très rapidement. Bon, je te remercie. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur cette chaîne.